On dit toujours qu'il y a trois lois de la thermodynamique, mais en fait, c'est comme les trois mousquetaires, ils étaient quatre. Ici, il y a une loi de la thermodynamique qu'on n'ose jamais mentionner, qui est la zérotième loi de la thermodynamique, qui, en gros, hein, je caricature, qui dit que les thermomètres existent. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on sait que si on a deux systèmes, disons un système A et puis un système B, où bêta A, un bêta c'est 1 sur kBt, et puis bêta B ne sont pas égaux, mais ça veut dire que quand je vais les mettre en contact, il va y avoir un échange de contact thermique, il va y avoir un échange de chaleur. Mais je peux décider s'il va y avoir un échange de chaleur ou pas de la façon suivante. Alors, si j'ai un système A, et puis que j'ai un autre système ici, C, et puis que bêta A et bêta C sont égaux, donc bêta A égale bêta C, et puis ensuite que j'ai mon autre système B, et puis que ça donne que bêta B égale à bêta C, ben que j'en déduis que bêta A égale bêta B. C'est-à-dire que c'est une propriété qui est transitive. Donc C, ça pourrait être mon thermomètre. Qu'est-ce qui satisfait les conditions d'un thermomètre? Donc, un thermomètre, il faut que ça soit beaucoup plus petit que le système à mesurer. Autrement dit, il ne faut pas que ça perturbe le système qu'on essaie de mesurer. Puis ensuite, il doit y avoir un paramètre macroscopique qui est très sensible à la chaleur, à la température, pardon. Ça peut être, par exemple, une longueur ou une hauteur, hein, quand on a le thermomètre à mercure qu'on connaît. Ça peut être la résistance d'un matériau. Euh, Ça peut être la pression. Ici, dans le même esprit, ça pourrait être le volume. Alors, ce paramètre thermométrique va prendre des valeurs. Donc, le paramètre macroscopique qui est sensible à la température, on va l'appeler un paramètre thermométrique. À qui on va temporairement donner le nom de θ. Vous voyez que θ, pour le moment, on ne sait pas comment le relier à la température absolue. Mais du moment qu'il y a une relation, disons, monotone, biunivoque entre θ et T, et la température absolue, bien, on peut se servir de θ pour décider si deux systèmes vont être à l'équilibre ou s'ils vont être très, très loin de l'équilibre l'un par rapport à l'autre. Alors, on peut donner comme exemple le thermomètre à gaz parfait. Donc, on a un gaz ici qui est... donc, là, ça, c'est ouvert, ce tuyau-là. Et puis,
dans le tuyau, on a, disons, du mercure. D'accord? Donc, il va y avoir une certaine hauteur H de mercure. Puis cette hauteur-là, H, mesure la pression. Pourquoi? Bon, la pression P, ça va être égal à la force, hein, la pression P qui est exercée ici. En fait, il faut que les deux pressions-là, celle-là et celle à droite, celle à gauche, s'équilibrent. Donc, la pression, c'est égal à la force, la masse fois la constante gravitationnelle, hein, l'accélération de la gravité à la surface de la Terre, divisé par la surface. Puis la masse, elle, la masse est égale à la densité fois le volume. Puis le volume, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'air A fois la hauteur H. Donc, si je substitue M égale ρ A H là-dedans, on voit que l'air se simplifie. La valeur de A se simplifie. Donc, tout ce qui reste, c'est ρ G H. Donc, on peut voir que la hauteur ici est une mesure de la pression. Alors, si on utilise la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire P V est égal au nombre de moles fois la constante des gaz parfaits fois la température, à ce moment-là, ça veut dire que si je regarde la pression à une température finale 2, divisé par la pression à une température initiale 1, bien ça va être égal à nu R T1 sur nu T2, donc fois V2 sur V1. Parce qu'on a nu RT1 sur V1, nu RT2 sur V2. Donc, si on garde les volumes constants dans ce processus-là, ça veut dire que V1 est égal à V2, et puis que donc ici, on a ça qui se simplifie aussi. Ça veut dire que le rapport des pressions, autrement dit, le rapport des hauteurs, est un rapport de température. Donc ça a permis, entre autres, à Monton de montrer que l'eau bouillait à température constante. On pourrait, de façon alternative, si vous voulez, vous voyez, plutôt que d'utiliser PV égale nu RT, on pourrait utiliser V égale nu RT sur P, puis on pourrait mesurer le rapport des volumes à pression constante. Ça mesurerait un rapport de température. Puis on voit que ça ne dépend pas du volume V1 d'où on part. Tout ce qui compte, c'est le rapport des volumes ou le rapport des pressions. Alors ça, c'est un exemple. Puis le paramètre thermométrique, donc ici, c'est cette quantité-là ici, la hauteur. Et puis, justement, les gaz parfaits, c'est un des endroits où la chaleur se manifeste le plus explicitement, ou disons qu'elle a le plus d'effet sur les paramètres thermométriques. Mais encore une fois, le paramètre thermométrique n'est pas égal à la température absolue. Donc, on va voir le lien plus tard entre KBT puis les paramètres thermométriques. On va voir comment calibrer tout ça. Ici, dans le fond, on sait que ça, c'est égal à dE sur d log oméga. Donc, en réalité, la constante KB ici est arbitraire. Ça change l'échelle de température si on change KB. Donc, je vais faire un petit peu d'histoire sur le thermomètre. Donc, le thermomètre que j'ai montré en haut, c'est le thermomètre d'Amonton, qui est mort prématurément
en 1705 à 42 ans, qui a contribué beaucoup à la thermodynamique. Donc, c'est lui qui a proposé le genre de thermomètre que j'ai expliqué si haut. Donc, Fahrenheit, dont l'échelle est encore utilisée aux États-Unis, en 1720, a proposé le thermomètre à mercure. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, on avait ça, les colonnes dans les thermomètres. La colonne était une colonne de mercure. Bon, ça a certains inconvénients. La température la plus froide mesurée en Alaska, ça a longtemps été moins 40 Fahrenheit ou quelque chose du genre. J'ai oublié la valeur exacte, mais l'idée, c'est que ça ne bougeait pas. Puis la raison, c'est que le mercure gelait à cette température-là. Puis si vous y pensez, bien, en fait, ça veut dire que quand, par exemple, les premiers Français sont venus ici, dans les années 1600, par exemple à Québec, 1608, quand ils retournaient en France, ils leur disaient qu'il faisait froid ici, mais en réalité, il n'y avait pas de thermomètre. Ils ne savaient pas comment mesurer la température. Donc, lui a déterminé son échelle en disant que 0 degré Fahrenheit, ça correspondait à un mélange de chlorure d'ammonium ça correspondait au point où gelait un mélange de chlorure d'ammonium et d'eau. Et puis, 96 degrés Fahrenheit, c'était la température normale d'un cheval. Donc, ça, c'était commode. Pourquoi est-ce qu'il a fait cette division-là? C'est parce qu'il pouvait avoir 12, ça se divise par 12, 96. Donc, il pouvait avoir 12 divisions. Et ensuite, il faut aller à Celsius, qui, lui, en 1742, a proposé une échelle fondée sur le point d'ébullition de la glace, d'ébullition de l'eau, pardon. Et puis, sur le point de congélation. Puis là, je ne fais pas une erreur. Ça, il a appelé ça 0, puis ça, il a appelé ça 100 degrés Celsius. Bon, on a renversé l'échelle. Alors, voilà. C'est tout pour la petite histoire de la 0e loi de la thermodynamique.